Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Rémi. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Un grand plaisir depuis le temps. Ouais, c'est clair. Je regardais, je réfléchissais. La première fois qu'on m'avait parlé de toi comme personne à aller interviewer, c'était Pierre Moitry. Yes. Voilà, qui m'avait parlé de toi. Et son épisode, c'est l'épisode 3, il est sorti, je regardais à l'instant, là. Il est sorti il y a 2 ans. Ah bah j'irai l'écouter. Ouais. J'irai l'écouter. C'est un copain d'école, un confrère. Ouais. Et voilà. Top. Ah bah, tu me diras ce que tu en penses. Impeccable. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance? La performance. Alors la performance, je pense, comme pour tous nos confrères, hein, c'est un peu le Graal. C'est ce que vers quoi on cherche à tendre. C'est la médaille d'or, c'est le trophée, c'est les ceintures pour les combattants. Mais je pense que pour nous, ça doit surtout être la capacité à amener notre athlète au maximum de ses capacités athlétiques en réalité le jour J, le jour de la compétition. Et le vrai focus, ça doit être ça. Et ça doit pas être forcément l'objectif final, le résultat, le podium, etc. Parce qu'on performe tous en réalité à nos niveaux respectifs. Donc si je devais donner une définition, ça serait amener notre athlète le jour J au maximum de ses capacités athlétiques. Top, super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton parcours ou quelle école tu as faite? Ouais, alors moi je suis parisien, je suis de Paris. Je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Donc j'ai fait une école de kiné à Paris qui s'appelle l'IFMK Saint-Michel. J'ai été diplômé en 2010. J'ai ensuite enchaîné avec la préparation physique, où j'ai fait plusieurs certifications, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Et j'ai tout de suite eu la double casquette kiné prépa. Et à l'heure actuelle, je travaille dans le football, donc avec l'équipe nationale algérienne, en tant que kiné et prépa, et au sein d'un club de sport de combat parisien qui s'appelle le NR Fight, où j'ai en charge toute la préparation physique des combattants professionnels et amateurs. Ok, super. Et justement, alors qu'est-ce que tu fais avec ce club? Donc, tu t'occupes que de la prépa physique et aussi de la kiné, ou tu fais que de la prépa physique? Alors, pour le club, je fais uniquement la préparation physique. Comme je suis peu dispo en ce moment, en réalité, c'est moi qui crée les contenus et c'est des coachs que j'ai formés qui encadrent les combattants sur des cours en small group au sein du club. Et j'ai toujours un cabinet de kiné dans le centre de Paris. J'y suis pas pour le moment, mais s'il y a des pépins, on est en mesure de rediriger les athlètes potentiellement blessés. D'accord, top. Et avec l'équipe nationale d'Algérie, qu'est-ce que tu fais? À quoi consiste ton job? Alors, le kiné du sport, classique. Donc, faire en sorte que mes athlètes récupèrent, traiter tous les petits bobos, être en mesure aussi de faire le job vraiment sur le terrain. Donc, il y a tout le côté diagnostic, le côté soins d'urgence, etc. Et puis après, le côté prépa physique où j'ai en charge donc le travail en salle de musculation, la prévention de blessures et la réathlée. Voilà, donc on a des journées bien chargées en équipe nationale. Ok, top. Et tu as aussi lancé Physiosport Consulting. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et d'où ça vient? Ouais, donc Physiosport Consulting, donc c'est une société que j'ai lancée avec un de mes confrères et amis,
Nordine Mostefa, et c'est une société avec laquelle je donne des formations. Donc j'ai mis en place une formation qui s'appelle le PSC Physiosport Consulting Level 1, qui est là pour essayer d'apporter des clés, des infos aux kinés du sport, aux préparateurs physiques qui souhaitent se former à ma méthodologie. Et en parallèle de ça, c'est une société avec laquelle on bosse avec des joueurs de football en individuel. Ok. Donc tu fais NR Fight, l'équipe nationale d'Algérie et Physiosport Consulting où tu t'occupes de former des kinés, des prépas physiques et en plus de t'occuper des footballeurs pro et du coup tu te déplaces aussi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, l'équipe nationale, ça me prend pas toute l'année. Donc on est en stage uniquement pendant les dates FIFA, pendant les trêves internationales. Voilà, fut un temps, je m'occupais aussi d'autres équipes. Donc il y a plusieurs équipes nationales. Il y a l'équipe A, il y a une autre équipe un peu plus petite qu'on appelle l'équipe A prime, qui est constituée de joueurs qui évoluent en Afrique. Et puis il m'est même arrivé de bosser avec les joueurs U23. Donc fut un temps, je passais plus de temps en équipe nationale. Maintenant, je suis concentré uniquement sur l'équipe A. Donc, en dehors des dates FIFA, j'ai du temps et c'est là que je me consacre donc au suivi de mes combattants et à la mise en place de formations et au suivi individuel d'athlètes de manière générale. Ok, c'est impressionnant. Et comme formation marquante, on va dire celle qui t'a le plus apporté, qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est bizarre parce que il y a une époque, je t'aurais répondu certaines formations, et puis comme la science de l'entraînement, elle évolue très rapidement, en réalité, c'est des formations que j'ai mis plutôt de côté. Donc il y a énormément de formations qui m'ont marqué. Si je devais en retenir quelques-unes, la première c'était Exos. Donc j'ai fait les 3 levels d'Exos il y a quelques années maintenant, et ça a bouleversé ma vision de la préparation physique. Moi qui étais un grand fan de la méthodologie américaine un peu, tu vois. Voilà, vraiment ça m'a énormément apporté, et ça constituait aussi le chaînon manquant pour être en mesure de proposer des prises en charge vraiment globales lorsque je prenais en charge un athlète. Et une autre formation qui m'a énormément marqué, c'est la formation FRC, Functional Range Conditioning, donc une formation sur la mobilité. Alors ça a mis tout à plat, en tout cas pour ma part, et des confrères avec qui j'ai pu échanger, qui ont fait aussi cette formation, surtout le travail de mobilité de manière générale. Voilà, je pense que c'est les 2 formations qui m'ont le plus marqué. Top. Et ton rôle justement avec l'équipe nationale, comment tu gères cette double casquette? Tu vois, c'est quoi le staff? Est-ce qu'il y a d'autres prépas physiques, il y a d'autres kinés? Et comment toi tu gères le passage de l'un à l'autre au final? Alors, moi, si tu veux, j'ai jamais fait vraiment de différence entre mes 2 métiers. Ça, c'est super important, en tout cas, dans ma vision que j'ai de mon boulot, de la performance, même au sens large. C'est être en mesure d'apporter des outils, une prise en charge la plus globale, la plus holistique possible à mes athlètes. Et pour moi, le métier de kiné, le métier de prépa, c'est des outils qui sont plus que complémentaires, qui vont vraiment de pair, si tu veux. En gros, le préparateur physique moderne, il doit faire de la réathlée, il doit faire de la prévention de blessures, et tout ça, c'est des outils à la base qui appartiennent plutôt au kiné, tu vois. Et le kinésithérapeute du sport moderne, quand il a envie de prendre en charge correctement un athlète, il doit être capable aussi de faire de la réathlée. On sait aujourd'hui que les outils qui sont les plus efficaces, même en rééducation, ce sont les outils actifs. Donc il se doit de maîtriser tous les outils classiques, modernes, du développement de la force, du conditioning, etc. Et donc, si tu veux, moi, je me suis retrouvé vraiment au début au milieu de tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, je bosse en tant que kiné et en tant que prépa. C'est venu assez naturellement en équipe nationale. Je bosse avec un autre préparateur physique qui s'occupe plus vraiment de la partie terrain. Donc, il fait tout ce qui est warm-up, mise en place de drills spécifiques football. Et moi, j'ai en charge le reste du job. Et j'ai 2 autres kinés avec moi et qui font que de la kiné. Et voilà, avec qui ça se passe très bien aussi. D'accord. Et puis c'est bien que moi j'ai une position assez centrale du coup entre le staff technique et le staff médical, et ça permet aussi de bien communiquer entre les staffs du coup. Ouais, c'est clair. Et du coup, en termes de programmation, est-ce que c'est toi et l'autre prépa qui l'a faite? Est-ce que c'est juste toi? Est-ce que tu demandes aux autres kinés aussi leur avis? Tu vois?
Ouais, bah en fait on fait des réunions et puis on planifie tout ensemble. Hmm. Je consulte aussi les autres kinés, je consulte aussi le doc. Surtout que c'est très particulier hein, les dates FIFA en termes de programmation parce qu'on arrive et puis en général on doit jouer 3 4 jours après. On se retrouve parfois avec des joueurs qui ont joué qui ont joué la veille, donc on est tout de suite dans l'urgence de récupérer pour être en mesure de jouer. En fait, on a peu de temps d'un point de vue du développement, en tout cas de qualité physique, mis à part quand on est en stage, par exemple en pré-compétition. Sur la plupart des dates FIFA, on a des joueurs, par exemple, qui ont joué le samedi ou même le dimanche et on les a en stage le lundi et puis on joue le mercredi. Ouais. C'est ouf. Et justement, alors, hors période, on va dire, de compétition, quelle est ta relation avec les joueurs et le staff? Est-ce que toi et le staff, vous leur donnez des exercices à faire et vous vous mettez en lien avec les clubs? Tu vois, comment vous gérez cet aspect quand ils sont pas avec vous au final et qu'ils sont en club? Est-ce que vous restez une source, on va dire, de conseils, de programmation, ou est-ce que vous vraiment vous laissez le joueur et vous le récupérez juste pour la période de compétition? Non, on laisse pas le joueur comme ça dans la nature entre deux dates FIFA. On essaie de communiquer un maximum avec eux. Après, il y en a qui sont dans des structures européennes où ça bosse beaucoup, etc. Où parfois ça joue 2 3 fois par semaine. Ouais. Auquel cas, il n'y a pas trop de soucis. Mais on a aussi des joueurs qui évoluent dans d'autres championnats où ça joue un peu moins. Le championnat qatari, par exemple, qui termine très tôt, l'Arabie Saoudite, etc. Donc du coup, on peut se retrouver avec des athlètes qui n'ont pas joué depuis quelques semaines. Et donc nous, on doit rentrer en contact avec l'athlète pour lui proposer du travail et le retrouver lors de la date FIFA en pleine forme. Par exemple. Voilà. Donc on essaye, hein, que ce soit pour la prévention de blessures, que ce soit pour la perf, etc., de rester le plus possible en contact avec eux. S'il y a besoin, je me déplace. J'ai un confrère aussi qui se déplace chez les joueurs. Et puis voilà. Et on essaye bien évidemment de communiquer le plus possible avec les clubs aussi, de leur faire des retours par rapport à tout ça. Ouais, top. Et justement, vu qu'ils ont des emplois du temps très différents et des saisons hyper différentes, quand tu les récupères, comment tu fais pour gérer celui qui a joué la veille et celui qui a pas joué depuis 3 semaines, par exemple? Qu'est-ce que tu leur fais faire? Est-ce que tu leur fais travailler en plus? Est-ce que tu vois? Ouais, complètement. Alors, si tu veux, ce qu'on a essayé de faire, je sais pas si je devrais le dire, hein, mais en tout cas, par exemple, sur les dernières dates FIFA, quand il y avait des championnats qui étaient terminés ou des joueurs qui jouaient moins, ben, on les faisait venir en avance au stage. Nous, on envoyait dans notre centre d'entraînement un des préparateurs physiques, on bossait ensemble sur le contenu, et les joueurs se mettaient à bosser en réalité avant la date FIFA. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour les joueurs qui ont joué, forcément, le contenu de l'entraînement va pas être le même pour le mec qui a joué la veille, comme le mec qui a joué 3 4 jours avant. Et ben donc, en réalité, on divise la session d'entraînement en plusieurs groupes et on varie les contenus en fonction de ça. Voilà. Donc, sur les premiers jours de stage, les contenus d'entraînement varient essentiellement en fonction de la date du dernier match. Parce que, en tout cas, on sélectionne que des joueurs opérationnels, hein, ça va de soi. On a besoin de joueurs tout de suite prêts. Ouais. Et alors, en prévention des blessures, tu en as parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, il y a un gros volet là-dessus. Est-ce que vous faites des screenings toutes les saisons à peu près à la même date ou sur la même période, on va dire, pré-compétition? Et comment vous utilisez screening au final? Alors, tu veux savoir de manière générale ou en équipe nationale? En équipe nationale, peut-être après. De manière générale ou ce que je fais avec l'équipe nationale? Alors peut-être ce que tu fais en équipe nationale. Ok. Et ben alors, écoute, en équipe nationale, c'est assez simple. Moi, la première question que je pose à un joueur, donc on a un nouveau joueur qui est sélectionné, c'est quels sont tes antécédents de blessure. Voilà, c'est aussi simple que ça. On sait que le risque numéro 1 de blessure chez un athlète, bah, c'est la récidive. Donc à partir du moment où moi j'ai un athlète qui me dit je me suis fait une lésion aux ischios il y a 2 mois, je me suis fait une lésion musculaire au quadriceps il y a 3 mois, sur le dernier match il y a ma cheville qui est un peu tournée, bah, ça met la puce à l'oreille et je lui intègre de manière systématique à ses routines quotidiennes de pré-training des exercices de prophylaxie. Ça c'est le premier des trucs. Ensuite, quand j'ai des joueurs qui sont pas forcément blessés, etc., bah, je leur fais faire plutôt des circuits plus globaux, voilà, que je peux intégrer soit sur les séances de pré-training, soit sur des séances dédiées où je prends toute l'équipe. Voilà.
Après, en termes de contenu, je sais pas si tu veux qu'on rentre là-dedans. Si, vas-y. Mais en réalité, ça va dépendre ça va dépendre du bilan, ça va dépendre de la région anatomique. Voilà, c'est un truc bête, hein, mais en gros, si je dois faire, par exemple, une séance de prévention de blessures pour le footballeur de manière générale et que j'ai toute l'équipe, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais me dire, OK, j'ai la littérature scientifique qui m'aide. Voilà, la prévalence des blessures dans ce sport-là, c'est ça. Donc, je vais mettre en place des exercices spécifiques pour les différents types de blessures que l'on va retrouver. Le problème, c'est que du coup, j'individualise pas vraiment. Par contre, si j'ai la chance de travailler en small group ou d'avoir les joueurs, tu sais, qui viennent en salle de musculation juste avant l'entraînement, là, je vais leur préparer du travail à faire. Et le mec, il est dans son coin, il fait sa routine. Moi, je suis là pour checker. Je fais en sorte que ça devienne routinier. Je fais en sorte qu'il le fasse tous les jours. Et puis en général, ça se passe pas trop mal. Voilà. Donc, que ce soit du travail de renfort, du travail de contrôle moteur, du travail sur une biomécanique qui pourrait déconner, du travail sur la gestion de la charge. Voilà. Top. Et alors, sur l'aspect, on va dire, pas l'équipe nationale, mais sur l'aspect peut-être les joueurs que tu vois en individuel ou les combattants MMA, quels tests tu leur fais et qu'est-ce que tu fais après en prévention en fonction de ces tests? Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure des formations qui m'ont marqué. Et puis moi, quand j'ai été diplômé, je voulais vraiment faire FMS, tu sais, Functional Screen. D'ailleurs, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait level 1 et 2, et puis après, quand j'ai fait Exo, ça a été encore intégré. Tu vois, je me posais vachement de questions. Je me disais, putain, je voyais toutes les écuries US dans NBA, NFL, tout le monde le faisait, etc. Mais j'avais du mal encore à faire le lien, si tu veux, entre les tests et puis la prévention de blessures, entre les tests et d'éventuels exercices correctifs. Il y avait pour certains exercices pour lesquels c'était évident, pour d'autres pas du tout. Et puis tu vois, quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y a une grosse partie des tests en réalité qui sont prédictifs de rien du tout et qui ne valent pas grand chose. Et donc du coup, tu vois, je suis sorti de ce truc-là où genre je fais un screening type pour tous mes athlètes. Je suis plus du tout là-dedans. Par contre, ce que j'essaye de faire, de manière générale, quand je prends un nouvel athlète en préparation physique, déjà, c'est d'aller screener tous les patterns de mouvement de base pour le voir bouger. Donc là, tu vois, j'ai gardé, par exemple, le deep squat. J'essaie de le voir bouger sur un pattern de hinge, de deadlift, sur un pattern de répulsion des membres supérieurs, sur un pattern de tirage. Je vais faire un assessment au niveau mobilité. En fonction du sport, mais en général, je vais toujours aller checker les épaules, je vais aller checker les hanches, je vais aller checker une section dorsale de cheville, par exemple. Je vais faire des tests aussi de contrôle moteur spécifique. Et c'est tout ça qui va me permettre de me faire une idée dont mon athlète bouge et pouvoir mettre en place des exercices comme ça de prévention de blessures qu'il intégrera soit en pré-training de manière systématique, soit si j'ai vraiment des gros risques, des routines dédiées. Voilà dans les grandes lignes. Et tes tests de contrôle moteur spécifique, qu'est-ce que c'est? J'en ai plein. Ça peut être des tests. Déjà, le contrôle moteur, en réalité, tu vas le tester sur tous tes grands patterns de mouvement. Donc, quand tu vas les tester, tu vas les checker. La manière dont ton athlète bouge, comment est-ce qu'il s'organise pour bouger, est-ce qu'il a un bon contrôle au niveau de ses membres infs, au niveau du tronc, au niveau des membres sup, etc. Ensuite, je vais avoir des tests au niveau du corps. Je vais aller tester sa capacité à engager les grands droits, le transverse sur la plupart de ses mouvements. Ça, j'ai des tests spécifiques pour ça. Sa capacité à résister aux rotations au niveau du corps, j'ai des tests spécifiques pour ça. La manière dont il jump, dont il décélère, ses réceptions de saut en bipodal, en unipodal. Voilà, j'ai toute une batterie de tests. Et c'est toujours pareil, en fonction des antécédents de blessures et en fonction du sport, je vais plutôt aller vers tel test ou vers d'autres. Et voilà. Est-ce que tu le filmes pour garder une trace? Écoute, pendant longtemps, je filmais au ralenti, je traçais des beaux angles. Tu l'utilisais pas après? Non, je l'utilisais pas. Alors, ça peut être intéressant. Pourquoi? Ça peut être intéressant pour donner un feedback à l'athlète. Tu vois? Écoute, voilà comment tu bouges. Et le mec, ça peut lui mettre une claque. Et quand le mec se rend compte de la manière dont il bouge, s'il y a un problème quelque part, et que tu lui donnes un feedback, et il va adhérer à ce que toi, tu vas lui proposer derrière en termes de contenu d'exercice. Et donc, ça peut être intéressant. Voilà. Mais tu vois, en fait, plus les années passent, moins je teste, moins je collectionne des datas, et plus je suis directement dans le concret sur le terrain, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en réalité, tu fais une bonne séance de prépa physique à un athlète, tu en apprends énormément sur lui, pas la peine des fois d'aller chercher
des tests dans tous les sens, quoi. Donc, tu utilises ta séance Tu vois, justement pour le tu peux screener, aussi pour faire les profiter. choses. Ouais, ou tu peux faire les choses à l'envers. Je sais pas, moi, tu as une séance avec du back squat lourd avec ton athlète. Ah, s'il a du mal à descendre, ok, tu peux poser la barre et tu peux aller sortir la casquette screening, quoi. Ok, on va aller checker tes chevilles, on va aller checker tes hanches, tu vas aller checker ta mobilité d'épaule, etc., tu vois. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est avec l'expérience maintenant que tu bosses comme ça, ou est-ce que c'est par rapport au temps? Tu vois, on parlait tout à l'heure que le temps était compté notamment en sélection. Est-ce que c'est parce que tu sens mieux le truc maintenant, ou c'est parce que vraiment il faut aller droit au but et que tu fais comme ça? Bah, non, je trouve que c'est parfois une perte de temps de vouloir aller screener pour screener et collecter des datas pour en collecter. Je sais que ça fait joli, etc. Voilà, c'est juste que moi, je suis plutôt tempérament fonceur. Allez, voilà. Toi, de quoi tu as besoin? J'ai besoin de ça, bah on y va. Après, si le mec vient me voir pour une séance de réathlé ou une séance de prévention de blessure ou une séance de rééducation, bah forcément, on va mettre le paquet là-dessus, quoi. Voilà. Mais en sélection, en tout cas, je prends toujours mon temps quand j'ai un athlète qui a été blessé. Je le prends à part, à un moment dans la journée, 1 heure. Et pour le coup, s'il faut le mettre sur la table, je le mets sur la table. S'il faut le tester en salle de musculation ou sur le terrain, on le teste. Et je mets en place la routine une fois uniquement avec lui, tu vois. Et comme on a des créneaux dédiés en salle avant chaque entraînement, une fois qu'il maîtrise sa routine, tu vois, je suis tranquille. Soit il l'a, ce que j'ai envoyé sur le téléphone, soit j'ai un tableau Velleda dans la salle sur laquelle j'ai marqué sa séance de prophylaxie, puis il l'a fait. Ce qui est important en prévention de blessures, encore une fois, c'est que nos athlètes, c'est pas des teubés, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses, tu vois. Et du coup, s'il comprend pourquoi il fait les choses, il adhère. En général, il fait. Après, il y a une continuité. Et souvent, les programmes de prévention de blessures, ils marchent pas. En tout cas, dans le football, hein, parce que soit ils sont trop timides, soit parce que l'athlète, en réalité, il est là, on l'a foutu sur un exercice, c'est pas trop pourquoi. Et du coup, il le fait 2-3 jours, et puis à un moment, il arrête, quoi. Voilà. Ah, top. Et sur l'aspect récup et regen, justement, qu'est-ce que tu mets en place à chaque fois, et est-ce que pareil, tu individualises en fonction de ce que aime faire ton joueur ou ton combattant? Ouais, complètement. Ouais, complètement. J'individualise toujours en fonction de ses habitudes. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, la chose la plus importante en termes de récupération, c'est l'éducation. L'éducation auprès de nos joueurs, auprès de nos combattants. Dans le combat, c'est très particulier. Parce qu'en MMA, on s'entraîne énormément, on s'entraîne souvent 2 fois par jour. Donc on a des planifications d'entraînement qui sont très chargées. On a beaucoup de séances à haute intensité sur une même semaine. Et donc du coup, si on n'est pas carré sur le sommeil, sur la nutrition, sur la planif, etc., il y a un moment, on va droit dans le mur. Dans le football, c'est compliqué aussi parce qu'on joue beaucoup, parce qu'on se couche tard, parce qu'il y a des déplacements, etc. Donc dans les deux sports, c'est un vrai challenge. L'éducation, pour moi, c'est le maître mot. C'est comment bien dormir. C'est con, mais donner des tips à ton athlète par rapport à ça, même monitorer le sommeil s'il faut, intégrer des siestes. Comment bien manger. C'est pas parce qu'un athlète joue la Champions League ou est à l'UFC qu'il mange correctement ou qu'il dort correctement. Parfois, il faut vraiment revoir les basiques. Et j'essaie toujours de les éduquer pour les rendre proactifs par rapport à ça. Au lieu de lui dire, OK, mange ça, j'explique le pourquoi du comment il faut qu'il mange ça. Et puis quand tu l'as répété 3-4 fois, OK, le mec, il est en mesure de créer le contenu de son assiette tout seul, tu vois. Pareil pour le monitoring de la charge d'entraînement. Donc pour moi, c'est les 3 piliers fondamentaux, tu vois. À chaque fois qu'on parle de récup, je sais ce qu'on attend toujours. On a toujours envie de trouver un petit peu la solution miracle. Mais pour moi, ce que je dis souvent, c'est no magic pills. C'était le fondateur d'Exos qui avait écrit ça dans un de ses bouquins. J'avais trouvé ça terrible. Donc c'est big on your basics, c'est dors bien, mange bien, planifie bien tes entraînements. Et puis après, tout le reste, ça peut être intéressant, hein, les massages, la cryo, etc. Voilà. Surtout dans le cadre de planification de compétition chargée. Là, on peut vraiment aller dégainer toutes les autres casquettes pour essayer d'accélérer les process de récup, quoi. Mais voilà, donc pour moi, le maître mot, c'est l'éducation et je passe énormément de temps à ça. Et voilà, moi, je sais que mes fighters, maintenant, les mecs, ils sont plus calés que certains nutritionnistes, franchement. Ouais. Les mecs, ils arrivent, ils ont leur meal prep, c'est carré, ils savent gérer leur diète pour les combats, ils savent comment perdre du poids, ils savent comment cutter, ils savent comment récupérer. Voilà, ils sont tous autonomes, ils ont leur appli. Chez certains, on utilise la fréquence cardiaque, chez d'autres, on utilise le HRV pour la gestion de la charge. Ils font leur retour de RPE, etc. Tu vois. Voilà, j'essaie vraiment de les autonomiser par rapport à tout ça.
Et c'est vraiment intéressant parce que cet aspect éducation, t'en parles sur la récup et t'en parlais déjà sur l'aspect prévention. Tu vois, le fait de leur expliquer pourquoi c'est important pour eux et les faire adhérer grâce à ça au final. Tu vois? Ouais, mais en prépa physique aussi. Mais même en prépa physique. C'est-à-dire que pour moi, je sais pas si je demande de faire un 5x5 à un athlète, ben, s'il est demandeur, en tout cas, je lui explique pourquoi. J'adapte toujours mon langage en fonction de l'athlète que j'ai en face de moi. Il y en a qui sont vachement intéressés par ça. Il y en a l'autre, il en a rien à foutre, il veut juste jouer au foot. Mais en tout cas, j'essaie de lui expliquer le pourquoi du comment il fait les choses, quoi. Et puis comme ça, il adhère aussi. Et c'est important. Et c'est important aussi pour que, bah, quand tu as envie de bosser avec des mecs sur le long terme, quoi. Et pour revenir sur la récup et sur l'éducation, est-ce que tu les prends justement en groupe de 20 et tu leur fais entre guillemets un cours théorique et tu leur dis voilà, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, ou est-ce que tu le fais petit à petit en lui disant ben voilà, toi je t'ai mis ça à ce moment-là parce que je pense que c'est important pour toi en ce moment, puis t'envoies un autre, tu dis ben non mais toi on va mettre l'aspect sur je sais pas, sur la sieste aujourd'hui parce qu'on sait que t'es fatigué. Tu vois, est-ce que c'est un grand groupe ou est-ce que vraiment tu les chopes plus ou moins un par un et tout ça? Alors les deux. Les deux, les deux. Tu vois, en équipe nationale, on a la chance d'avoir une petite salle de conférence où on peut faire intervenir des professionnels de santé, du sport, du sommeil, de la nutrition, etc. Et donc éduquer les mecs par rapport à ça, on l'a déjà fait. Moi, au sein de ma structure à Paris, j'ai régulièrement invité des professionnels de santé, de la nutrition pour parler à mes athlètes. Et en parallèle de ça, dès que j'ai du temps un peu à tuer avec mon athlète, je sais pas moi, sur des minutes de récup par exemple, en musculation, et ben j'explique voilà le pourquoi du comment. Et puis quand je pense qu'on a un métier où bah, on donne beaucoup de temps à nos athlètes, on est constamment sur WhatsApp en train d'essayer de répondre à leurs questions. Voilà, l'éducation c'est tout le temps, quoi. C'est énorme. J'ai beaucoup de mes athlètes qui ont passé des diplômes maintenant, des BP, qui ont fait ma formation aussi. Et voilà, qui deviennent passionnés aussi derrière, donc c'est cool. Dans le foot, c'est un peu moins le cas. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses que c'est moins le cas parce que c'est un sport collectif et que le MMA c'est vraiment individuel et que tu peux compter que sur toi, ou il y a autre chose qui joue? Ah, c'est que le côté athlétique, si tu veux, dans le MMA, c'est trop important. Et peu importe le profil de l'athlète, quoi. Tu vois, tenir 3 fois 5 minutes à haute intensité dans une cage, dans un sport d'opposition directe, où il y a des phases de lutte, où ça se cogne dessus, etc. Tu vois, c'est trop important. Alors que dans le football, le côté athlétique, c'est super important. Mais un mec qui a des top skills, etc., et qui a une condition physique passable, et ben il peut quand même sortir du lot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Même si les joueurs de football et même les plus talentueux, ceux qui se mettent un peu tard à la prépa physique, ils regrettent toujours. Ils se disent oh purée, si j'avais fait ça avant. Parce qu'en réalité, la prépa physique, elle sublime tes skills, quoi. Elle sublime tout ce que tu es en mesure de faire sur le terrain. Et voilà. Ah, c'est énorme. Et c'est fou, hein, c'est fou parce que tu vois, à haut niveau dans le MMA, tout le monde est familiarisé avec la préparation physique. Que ça se fasse bien ou pas, mais en tout cas, tout le monde y est familiarisé. Alors que dans le football, tu peux te retrouver avec un joueur de 26, 27, 28 ans qui joue la Ligue des Champions et qui sait pas faire un squat, vraiment. Et donc, du coup, c'est aussi intéressant parce que c'est un super levier à activer pour que les mecs progressent et parfois à un âge avancé. Et donc, c'est top. Moi, c'est ça que j'aime dans le foot. C'est on a vraiment un truc à apporter par rapport à ça. Ouais, c'est énorme parce que tu peux le faire progresser en plus rapidement, là. Tu vois, si déjà il a 26, 27 ans et que tu lui apprends juste certains basiques, il peut redécoller, quoi. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Et puis d'ailleurs, après, il est un peu déçu parce que la progression, elle n'est pas linéaire. Tu vois? C'est quand tu commences à bosser avec un joueur de foot en indiv, tu sais, faut le calmer. Au départ, il est là, ouah, c'est magique. J'ai tenu 90 minutes, j'ai répété les sprints, je vais plus vite, je me blesse moins, etc. Ouais. Et puis il y a un moment, bah forcément, ça plafonne un peu, tu sais. Bah c'est le débutant en musculation en réalité. Ah, c'est énorme. Et justement sur la MMA, c'est quoi les qualités physiques, on va dire, principales et comment tu les développes, celles-là? Ah bah alors, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu analyses un peu l'activité, c'est notre job en tant que prépa. Bah, faut être capable de tenir l'ensemble du combat. Faut récupérer entre les rounds. Faut récupérer entre les échanges de coups à haute intensité. Et donc, faut une filière aérobie qui est très développée. Pareil pour être en mesure de produire un gros rythme, beaucoup de volume lors du combat.
faut être puissant, faut être fort, parce qu'il y a des phases de striking où tu vas chercher à mettre KO ton adversaire. Il y a des phases de lutte, des phases au sol où il faut des gros niveaux de force max. Parfois, il faut arracher le mec. Et puis, en même temps, il faut aussi un haut niveau de résistance musculaire. Donc, il faut aussi essayer d'impacter vraiment notre filière lactique, parce que parfois, tu as des longs échanges de coups, tu as des longs échanges en lutte, au sol, etc. Tu peux te retrouver complètement congestionné. Donc, il y a tout qui est à faire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a tout qui est à faire, mais ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre du game plan, de la stratégie, ça va dépendre de son style de combat, etc., etc. Tu vois, quand tu commences une prépa physique avec un athlète, quand tu es à distance, il y a plein de choses à faire, mais dès que tu commences à te rapprocher du combat, il faut vraiment que tu tiennes compte de son projet dans la cage, de son adversaire, de son game plan, des retours de sparring, des retours que te fait son entraîneur, etc., etc. Donc c'est vraiment passionnant, et en MMA, il n'y a pas un combat qui ressemble à un autre. C'est énorme, mais est-ce que En tout cas, moins que sur un match de foot. Ouais. Et alors, est-ce que tu vises certaines qualités physiques encore plus en fonction du game plan, ou est-ce que, tu vois, est-ce que tu t'adaptes à l'adversaire, ou est-ce que tu, entre guillemets, tu bosses que sur ton athlète? Alors, 3 choses. Déjà, je m'adapte juste de manière logique par rapport à une planif classique. Donc, tu vois, je peux faire de l'hypertrophie, ensuite de la force max, ensuite de la puissance, et être vraiment dans du spé à l'approche du combat. Ça, c'est dans les grandes lignes, ok. Ensuite, je vais m'adapter par rapport au game plan et à la stratégie. Donc, forcément, si mon combattant, sa stratégie, c'est de mettre la pression contre la cage en lutte, tenir le mec au sol, ça va pas du tout être la même demande d'un point de vue énergétique que si la stratégie, c'est de boxer et de tourner autour de son adversaire. Et donc, forcément, ça va impacter ma préparation physique de manière générale. Et ensuite, j'essaie aussi de le faire ça en fonction du facteur limitant. Donc, j'ai des athlètes qui ont besoin de développer de la force max, d'autres, je sais pas, ils ont besoin de faire de l'explo, d'autres peut-être qu'il a besoin de faire de l'hypertrophie. Donc, j'essaye aussi de bosser en fonction du facteur limitant. Donc, c'est les 3 choses que je prends en compte pour individualiser les prises en charge avec mes combattants de MMA. Super. Et justement, tu nous as parlé d'hypertrophie, et entre hypertrophie et cutting, comment tu orientes? C'est-à-dire que tu fais une grosse phase d'hypertrophie, ils prennent, et puis après tu passes sur de la force max et après ils sèchent? Ou est-ce que des fois tu es obligé, peut-être parce que tu as des délais aussi plus courts, de juste faire de la force max et qu'ils prennent le moins de poids possible? Ouais, alors là encore une fois, ça dépend vraiment de l'athlète. Donc tu l'as bien souligné, hein, nous en sport de combat, il y a des catégories de poids, donc on peut pas faire n'importe quoi. Après, le truc, c'est que l'hypertrophie, c'est quand même le levier peut-être le plus facile à activer pour développer la force d'un athlète, quoi. Oui. Hein, on le dit pas assez souvent parce qu'en France, on a des terminologies un peu bizarres. On oppose hypertrophie, force. Moi, j'ai jamais compris. L'hypertrophie, c'est qu'une adaptation, d'accord? C'est une adaptation, et cette adaptation fait que notre muscle va grossir, et un muscle gros, c'est un muscle plus fort, potentiellement en tout cas. Voilà, on dit qu'un muscle est fort proportionnellement à sa taille, à son aire de section. Ouais. Donc c'est un des meilleurs moyens de développer la force d'un athlète. Donc c'est faire l'hypertrophie, ensuite d'impacter mes facteurs nerveux avec la force max. Et en réalité, si mon athlète n'a pas de problème à faire le poids le jour J, ou même s'il fait le poids facilement, on peut se dire, allez, on va aller gratter 1,5 2 kilos de masse maigre avec un vrai cycle d'hypertrophie. Mais moi, je fonctionne peu par cycle. Donc, dans le cas de cette problématique spécifique là, ok, j'ai envie que mon athlète prenne 1,5 2 kilos de masse maigre, je le sors de sa planif ondulatoire classique et on fait aller 4 jusqu'à 6 semaines d'hypertrophie. Ok. Après, l'hypertrophie, c'est particulier. Moi, je sais pas, on pourra en parler des heures, mais l'hypertrophie, ça répond bien à des hautes fréquences en termes de stimulation, en termes de volume d'entraînement. Et tu te rappelles, nous, on a ce truc-là où on a des planifications très chargées. Donc, pendant les cycles d'hypertrophie, t'es obligé de faire 3, aller voir parfois 4 séances de prépa par semaine. Et ça commence à être très costaud pour un combattant de MMA. En général, dès que tu commences les 2 prépas hebdomadaires, ça commence à être compliqué. Donc, si on doit faire ça, on fait plutôt à distance des combats. Tu vois, et on essaie de s'entraîner peut-être sauter même un entraînement spécifique. Voilà. Et puis après, l'hypertrophie, en réalité, tu l'impactes tout le temps pour entretenir ta masse maigre, ta masse musculaire. Donc, je peux, en fonction des besoins, sortir un athlète, basculer sur 4 à 6 semaines d'hypertrophie, et puis ensuite revenir sur soit sur la force max, soit sur une planif ondulatoire classique. C'est génial, top. Et alors Rémi, justement, est-ce que tu as une semaine entre guillemets type
Tu vois, est-ce que tel jour, on va dire, t'es à ton cabinet, tel jour tu te déplaces pour un joueur, tel autre jour tu planifies pour des joueurs de l'Algérie, tu vois, ou c'est vraiment chaque semaine c'est complètement différent. Franchement, ouais, là, je te dis juste là le dernier mois. Donc là, je suis rentré il y a pas longtemps. Je pourrais même pas te dire quand d'Algérie, date FIFA. Ouais. Euh, ensuite, je suis allé chez un joueur pour bosser pour une pré-saison. Ensuite, je suis allé aux Jeux méditerranéens avec l'équipe nationale de tennis. Ouais. Euh, et ensuite, donc là, je suis rentré. Là, je bosse sur du contenu de formation et avec mes athlètes. Et je repars là dans quelques jours aux États-Unis avec un boxeur. Cool. Voilà. Donc tu vois, c'est complètement c'est complètement anarchique euh, en termes d'organisation. Mais voilà. Du coup, j'ai formé des gars qui sont là pour bosser hein, au sein de la NR Fight. J'ai développé aussi un système de suivi à distance via une application pour qu'il y ait une continuité en termes de prise en charge en préparation physique pour mes combattants. Et voilà. D'accord. Voilà. Et je me dis que tant que ça dure avec le football, bah, je suis un peu obligé de fonctionner comme ça parce que c'est dur aussi de mettre en place des projets très structurants quand tous les un mois et demi, 2 mois, tu dois partir à l'autre bout du monde avec le football. Donc je suis obligé en réalité de bricoler un petit peu entre les dates FIFA. Ouais, ça doit être difficile à gérer parce que en plus c'est à chaque fois, j'allais dire un métier différent. C'est pas un métier différent, mais en tout cas c'est tu dois t'adapter. Des fois t'es avec un joueur individuel. Après t'es sur ton ordi à faire de la planif et de la programmation. Après t'es avec un groupe. Tu vois, il faut que tu t'adaptes à chaque fois à qui tu parles et tout ça, quoi. Donc ouais, c'est un beau challenge. Hein. Ouais. Ouais, après moi j'aime ça, je bosse tout le temps. Ouais. Et puis je pense qu'on a tous trop tendance à se brider, tu vois. Moi j'ai eu ce truc-là où je venais du foot, on m'a dit ouais mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vient des sports de combat et puis vice versa, mais il est kiné ou il est prépa. Bah mon gars, pour moi si tu donnes les moyens de tes ambitions, si tu bosses, bah tu peux voilà, tu peux faire plein de choses en réalité. Voilà. Je Ouais, me c'est bride clair. pas. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Et est-ce que tu as des gens, des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours? Ouais, alors c'est pas. Ouais, j'ai des gens qui m'ont inspiré. Moi, c'est plutôt des proches, tu vois. Moi, j'ai mon premier professeur d'arts martiaux, de sport de combat, qui s'appelle Denis Stutzinger, un fou qui m'a énormément inspiré. Il m'a vraiment donné le goût au travail, d'aller au bout des choses, etc. Et puis ça s'est transféré pas uniquement en sport de combat, mais vraiment dans la vie, que ce soit voilà, dans la vie sociale ou professionnelle. Et puis un de mes confrères aussi. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est pas forcément des grands auteurs ou des grands C'est pas sportifs. grave. Un de mes confrères, Nordine Mostefa, voilà, qui est passionné comme moi, qui est un super ami. Et puis voilà. Top. Ah, c'est les deux mecs qui m'ont le plus inspiré. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, chacun d'entre eux? Alors, ben, je pense que mon entraîneur de boxe et de MMA à l'époque, bah, c'est vraiment ce truc-là, là, ce goût du travail, le goût de l'effort. Je me rappelle, j'étais étudiant et puis je terminais les journées. On s'entraînait parfois 3 heures le soir, parfois on allait courir le matin. Enfin, c'était vraiment dur. C'était vraiment les entraînements à l'ancienne. D'ailleurs, ça se voit que j'étais pas du tout formé en prépa parce qu'on faisait clairement n'importe quoi. Euh, mais en tout cas, voilà, on en apprend beaucoup sur soi dans ces moments-là. Et puis, mon ami Nordine m'a transmis bah, vraiment la passion du métier de prépa, de la kiné du sport, de donner beaucoup de soi pour les athlètes avec lesquels on bosse. C'est un métier à part vraiment qu'on fait. Et voilà ce qu'il m'a apporté. Top. Et est-ce que tu as des livres à nous recommander ou des livres que tu voilà, feuillettes encore de temps en temps parce qu'il y a des moments qui t'ont marqué là-dedans? Bah écoute, tu vois, c'est toujours pareil, hein, c'est que les anciens livres, tu te rends compte que la science de l'entraînement, elle évolue tellement vite que quand tu réouvres un livre d'il y a 7, 8, 9, 10 ans que j'aurais conseillé à l'époque, bah il y a pas mal de conneries dedans en fait. Mais tu vois, moi,
pendant longtemps, hein, mes livres de chevet, c'était Everyday is a Game Day de Mark Verstegen, le fondateur d'Exos. Donc j'avais énormément aimé. Et pareil, il est un petit peu dépassé. Pareil, les bouquins de Mike Boll que j'aimais énormément, d'ailleurs que j'apprécie toujours. Advance in Functional Training, pareil, j'ai adoré. Et puis c'est un petit peu dépassé. Donc voilà. Là, en ce moment, je suis sur les feuillets de Ian King. Ian King, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un préparateur physique australien, si je dis pas de conneries, qui est pas très connu. Il a fait plein de petits feuillets là, sur l'entraînement, c'est top. Je lis un bouquin en ce moment sur les neurosciences de la douleur. Je cherche le titre, je me rappelle pas. Il est top. Je te l'enverrai. Vas-y, avec plaisir. Et voilà. Donc en ce moment, je lis moins des bouquins sur la prépa de manière générale parce que tu sais, t'as vite l'impression aussi qu'après les choses elles se répètent et tout ça. Donc je suis plus sur des petites formations comme ça spécifiques, même sur de la com et tout. Tu vois, j'essaie vraiment d'élargir mon champ de compétences. Et voilà. Super. Et en termes de formation, là, est-ce qu'il y en a qui te donnent envie? Est-ce que tu as envie de... Alors bon, on parlait dans le pas du temps qui est blindé, mais est-ce que tu as envie de repartir, je sais pas, aux États-Unis pour te former, en Angleterre, en Australie, quelque part? Ouais, complètement. Franchement, moi, j'aime trop me former et j'aime trop apprendre. En plus, j'ai toujours eu ce truc-là, un peu anxieux de me dire, purée, faut jamais que je sois à la ramasse, quoi. J'ai pas envie de devenir comme nos vieux confrères, qui sont complètement à la ramasse sur certaines prises en charge. D'ailleurs, on le voit, hein, tu sais, sur les formations en kiné du sport, en prépa physique, il y a que des jeunes. Mais je me dis, ils sont passés où, les kinés, les prépas, ils sont tous morts ou quoi? Comment ça se passe? Ouais. Non, c'est qu'en réalité, on s'installe vite dans un espèce de confort dès que la boutique tourne, et puis on se remet plus au goût du jour. Moi, c'est con, mais là, j'ai 36 ans, je pense pas être très vieux, tu vois. Et en formation, maintenant, je suis souvent le plus vieux. C'est complètement ouf. Voilà. Après, là, ce qui m'embête avec l'équipe nationale, c'est que j'ai moins le temps de me former. Tu sais, parce que moi, j'aime bien les formations longues. Et du coup, il y a toujours un moment où ça tombe lors d'une date FIFA. Là, le projet, là, cette année, c'est de refaire des formations en thérapie manuelle, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le versant kiné, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà. Donc j'ai vraiment envie de garder la main par rapport à ça. J'ai fait une formation là, il y a quelques semaines sur le dry needling. Donc là, je suis quand même pas mal sur la kiné, parce que j'ai bouffé beaucoup de formations en prépa ces dernières années. Pendant le confinement, j'ai fait énormément de certifications online en prépa. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir presque fait le tour, tu vois, c'est frustrant. Je sais que non, mais c'est juste, je dois certainement pas avoir le bon bouquin ou la bonne formation à aller checker. Voilà. Ah, c'est énorme. Et justement, si tu as envie de te former en thérapie manuelle, comment ça t'est revenu? Est-ce que tu t'es senti, au bout d'un moment, tu t'es dit, putain, ben là, en fait, j'ai entre guillemets, une limite et je pourrais la passer avec cet aspect thérapie manuelle, ou c'est juste pour continuer d'apprendre? Non, mais si tu veux, c'est assez ouf parce que, tu sais, on est parfois assis sur certaines certitudes et tu vois, en kiné, moi, j'ai promu pendant très longtemps le travail actif, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus important en rééducation. Et mais pour le coup, quand on est en sélection, on est beaucoup dans le traitement de l'aigu, tu vois. Et dans le traitement de l'aigu, pour le coup, la thérapie manuelle, c'est super important parce que t'es un peu dans l'urgence en réalité. Vas-y, le mec il a mal au dos, t'as pas forcément le temps de lui mettre en place tout un protocole de rééducation sur 6 semaines. Il faut le soulager là maintenant tout de suite parce qu'il joue le lendemain, quoi, tu vois. Et la thérapie manuelle, c'est un super outil pour ça. Et donc j'ai besoin d'en refaire. Et puis surtout, quand tu bosses avec un athlète et quand tu bosses en sélection encore plus ou en club, il faut être en mesure de répondre à l'attente de l'athlète. Tu vois, quand le mec il est ancré dans certaines croyances et qu'il sait que c'est ça qui est bon pour lui, faut lui faire. Même si tu joues avec l'effet placebo, il faut lui faire parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille bien, c'est qu'il performe. Après, si tu as un message un peu plus profond à lui faire passer, fais-le passer en douceur. Mais à l'instant T, faut pas le frustrer, il faut lui donner ce qu'il est venu chercher. Donc, que ce soit une manipulation, l'utilisation de ventouses, de crochets, du dry needling, tel exercice en salle, telle supplémentation, même si tu sais que c'est une supplémentation qui sert à rien, let's go, on y va. Voilà. Donc, moi, je cherche à avoir la caisse à outils la plus large possible pour répondre à ses attentes, à sa demande. Ah, c'est génial. Ah, c'est top. Et Rémi, alors s'il y a des gens qui, en écoutant ce podcast, veulent te contacter, te poser des questions ou se former avec toi, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'on peut te contacter? Alors pour me poser des questions sur Insta, Rémi Physio, voilà. Je pense que je réponds. En tout cas, quand les gens disent bonjour, je réponds toujours. D'ailleurs, je passe énormément de temps avec des confrères aussi
à échanger sur la prépa, sur la kiné, et puis j'apprends beaucoup d'eux aussi, tu vois. Ça c'est super important, je trouve d'échanger avec ses confrères, et puis parfois voilà, on a tendance, tu sais, sur les réseaux à suivre, à écouter les paroles de mecs qui sont très suivis. Moi, j'en fais partie, je pense. Alors que des fois, tu échanges avec un confrère, le mec, il a 150 followers, il travaille dans un tout petit cabinet, il fait sa petite repas avec ses athlètes, alors que le mec, c'est un génie, et puis il t'apprend énormément. Donc moi, j'aime passer du temps à échanger. Voilà, ceux qui ont besoin d'aide, qui ont envie de partager, de poser des questions, je suis là. Mais je suis là aussi pour apprendre d'eux, quoi, pour apprendre de vous. Voilà. Et pour mes formations, pareil, ils me contactent. Là, pour le coup, tout est complet, il y a beaucoup d'attentes. Mais pareil, ils me contactent. Top, c'est le feu. C'est le feu. Merci beaucoup, Rémi. Voilà, Julien. Voilà, j'espère que j'étais clair. Merci pour toi depuis le temps qu'on devait faire ça. Ouais, c'est clair, on y est arrivé. Yes. Salut, Julien, prends toi, t'es clair. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.